j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live FAQ spécial Paye ta carrière. Comme d'habitude, le concept c'est qu'en story, je vous mets une boîte à questions dans laquelle vous pouvez me poser toutes vos questions sur la paye et la carrière professionnelle. Et ensuite, le lundi soir, en live, je vous réponds en direct à quelques-unes des questions que j'ai sélectionnées. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier puisqu'on fête les 30K sur Check ta paye. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une belle journée, que la rentrée s'est bien passée, que vous avez passé un bel été. Moi, ça va nickel. Je reviens, j'ai pris le temps de me déconnecter et de me reposer. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à le dire dans le chat si vous m'entendez bien. Aujourd'hui, on est là pour un live FAQ Paye ta carrière. Donc, je réponds. Donc, j'ai mis ce matin une boîte à questions dans laquelle vous pouviez me poser toutes vos questions et du coup que je vais reprendre pour répondre à pas mal de questions. Donc là, d'habitude, vous savez, c'est limité de 3 à 5. Là, comme on fête les 30K d'abonnés sur Check ta paye, j'ai dit qu'il n'y avait pas trop de limites. J'ai répondu déjà à pas mal de questions en story. Donc, n'hésitez pas à regarder si j'ai pas répondu à la vôtre là-dedans. Et si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question dans la story, vous pouvez utiliser la petite boîte à questions. C'est le point d'interrogation là qu'il y a dans le commentaire. Je verrai aussi la question, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Il y a Moumou qui me dit que pour elle, c'est une année sabbatique. Bah écoute, profite bien, explore, fais ton introspection, tout ça, c'est cool. Et du coup, sans vous faire attendre plus longtemps, je vais commencer à répondre à vos questions. J'avoue que là, c'est un pro total. J'ai pas pris le temps du coup de sélectionner les questions, donc je vais juste les afficher là. Et comme ça, on va pouvoir regarder et puis je vous les affiche au fur et à mesure. Alors, là, on a une première question qui dit « Bonjour, conseilles-tu aussi les ruptures conventionnelles dans le cadre d'un burn-out ?» Alors, c'est intéressant comme question parce que du coup, souvent quand vous êtes confronté à un burn-out, etc., c'est difficile de savoir comment faire, comment réagir, etc. Pour moi, le burn-out, oui, maître Splinter, le live sera enregistré, excusez-moi. Donc, je disais, dans le cadre d'un burn-out, l'urgence, c'est vraiment votre santé mentale. Donc, moi, ce que je vous préconise, si vous êtes en train de faire un burn-out, c'est d'aller voir un médecin et de vous mettre en arrêt de travail, en arrêt maladie et de gérer avec le médecin pour voir comment ça peut se passer pour la suite. C'est vraiment la première chose, c'est vraiment votre santé mentale. Après, la rupture conventionnelle, c'est un outil, c'est un dispositif et ça va se voir au cas par rapport à la situation. Est-ce que votre employeur, il est ouvert ou pas à la négociation? Est-ce que vous êtes en état d'arriver à supporter une négociation de rupture conventionnelle? Parce que déjà, échanger, essayer de pas trop se faire avoir pendant la rupture parce que, ok, on négocie une rupture conventionnelle, mais si l'employeur, il a des choses à se reprocher, on prend pas les premières choses qu'il nous propose. Vraiment, on va essayer quand même de négocier une indemnité plus avantageuse, des choses comme ça. Donc, si c'est pour juste s'asseoir sur tous ses droits et partir avec le strict minimum parce qu'on n'en peut plus et qu'on veut partir, peut-être que c'est pas la meilleure solution de négocier très vite une rupture conventionnelle, mais peut-être prendre le temps un petit peu d'être en arrêt de travail, de voir un petit peu comment on se remet de sa santé mentale, prendre du recul par rapport à la situation dans laquelle on est. Et ça peut être une solution. Après, si vraiment vous voyez pas reprendre, ça peut être aussi une inaptitude. Ça peut aller aussi au litige parce que si le burn-out, il est lié à du harcèlement ou à des choses où l'employeur a des choses à se reprocher, ça peut être la meilleure solution. Ça peut être pas la rupture conventionnelle, mais vraiment d'aller au prud'homme et de faire valoir ses droits. Donc, ça dépend de la situation. Je peux pas vraiment donner une réponse noire ou blanc, mais c'est un outil qu'il faut considérer en tenant en compte d'abord votre santé et en prenant soin de vous. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Ensuite, alors il y a une autre question qui est un petit peu liée qui dit si déclaré en inaptitude, burn-out, puis-je avoir une rupture conventionnelle? Merci. Alors là, j'ai pas trop compris la question parce que normalement, si tu es déclaré en inaptitude, théoriquement, si l'employeur te reclasse pas, tu es automatiquement licencié pour inaptitude. Et donc, si tu es licencié pour inaptitude, je vois pas trop l'intérêt de la rupture conventionnelle. Mais peut-être que le sujet, c'est de dire, est-ce que je peux négocier une rupture conventionnelle si tout ce processus est trop long?
c'est tout à fait possible de le faire. Après, des fois, les employeurs sont pas très enclins de le faire dans des contextes comme ça où il y a déjà eu la médecine du travail qui s'en est mêlée, etc. Ça peut être plus compliqué, mais il n'y a rien légalement qui l'interdit dans l'absolu. À partir du moment où on met bien en avant que c'est vous qui êtes un peu à l'initiative de la rupture conventionnelle et c'est pas l'employeur qui cherche à se débarrasser de vous juste parce que vous êtes malade, entre guillemets, quoi, par cette rupture conventionnelle. Alors... Là, j'ai une question sur les congés payés d'ancienneté. Est-ce qu'ils sont perdus s'ils sont pas pris dans l'année pour cause d'accident du travail? Alors, en accident du travail, eh bien, ça va être une absence pour les congés payés qui est assimilée comme à du temps de travail effectif et vous continuez à cumuler vos congés payés classiques. Pour les congés payés d'ancienneté, au niveau légal, il n'y a pas de quelque chose qui est prévu pour les congés payés d'ancienneté. Donc, c'est vraiment votre convention collective qui va mettre les règles pour les congés payés d'ancienneté. Donc, il faut se référer à la convention collective. Mais la règle de base, c'est vraiment qu'en accident du travail, vous êtes malade à cause du travail. Et donc, en général, dans ces cas-là, vous êtes dans l'incapacité de poser vos congés. Donc, ils sont pas perdus. Ils doivent être reportés par votre employeur et vous les poserez quand vous pourrez. Ou sinon, ils vous seront soldés si, en final, votre accident du travail devient une invalidité et que vous reprenez jamais. Ils vous seront soldés sur votre solde de tout compte, quoi. Donc, voilà. Alors, ça, j'ai répondu dans une story. Quelle option quand l'entreprise refuse la rupture conventionnelle, s'il vous plaît? La démission ne permettant pas d'accéder au chômage. J'ai vraiment un replay de live où j'ai passé 1 heure à vous donner plein d'alternatives que vous pouvez utiliser si une rupture conventionnelle est refusée. Je vais pas revenir en détail dessus parce que ça dépend vraiment de votre situation en fonction de si vous avez travaillé assez, pas travaillé assez, si vous êtes en dessous d'un certain âge, etc. Il y a plein de dispositifs que vous pouvez mobiliser et donc vraiment je l'ai mis dans ma story, donc n'hésitez pas à aller regarder. Vous allez avoir la story, qu'est-ce que je peux faire si ma rupture conventionnelle est refusée, avec plein d'alternatives. Il y a au moins une dizaine que je partage. Et si vous regardez ça après que la story elle soit expirée au bout de 24 heures, n'hésitez pas à aller aussi dans la section guide de mon profil. J'ai un guide qui s'appelle Quitter son job où je regroupe tous les replays de live et tous les posts que je fais pour vous aider sur les ruptures conventionnelles, etc. Donc il y a tout ça dans ce replay là. Ok, donc on passe à la suivante. Alors, peut-on démissionner en étant en congé maternité, s'il te plaît? Oui, c'est possible de démissionner en étant en congé maternité. Après, est-ce que des fois, c'est pas forcément judicieux en fonction de si tu as droit à un maintien de salaire et que t'es chez toi, etc. Mais oui, il y a rien qui empêche de démissionner quand on est en congé maternité. Après, il faut faire attention en fonction du moment où tu démissionnes, que ce soit en congé prénatal ou postnatal, tu vas avoir parfois l'obligation d'avoir quand même ton préavis à faire. Et donc ça, je t'invite à regarder sur le site du service public pour avoir les durées exactes parce que j'ai pas tout en tête là comme ça. Mais en fonction du moment, si tu es dans le congé prénatal, donc avant que le bébé naisse, tu vas avoir peut-être plus de facilité à démissionner sans forcément avoir à faire ton préavis. Et alors que quand tu es dans le postnatal, il faudra peut-être quand même que tu aies à faire ton préavis. Donc si par exemple tu es cadre et que tu as 3 ou 4 mois de préavis à faire, potentiellement ça va falloir quand même bien faire attention au moment où tu démissionnes. Voilà. Alors, il y a une question, si la personne est là en live, n'hésitez pas à apporter des précisions. Est-ce que l'arrêt maladie est une raison pour ne pas recevoir son salaire minimum pour mon grade? Alors, faut savoir que l'arrêt maladie, à la base, quand on est en arrêt maladie, l'employeur n'a pas à nous payer. Ça, c'est le concept de base, c'est la sécurité sociale qui vous paye quand vous êtes en arrêt maladie. Donc forcément, oui, si tu es en arrêt maladie, tu vas pas recevoir de salaire minimum parce que tu travailles pas. Après, l'autre concept qui arrive, c'est que on a aussi des compléments, des maintiens de salaire par l'employeur quand on est en maladie. Et ça va dépendre dans quel secteur vous travaillez parce qu'il y a la convention collective qui va pouvoir indiquer des choses qui sont plus avantageuses que la loi. Si vous n'avez pas de convention collective et qu'on se base uniquement sur la loi,
il faut déjà avoir minimum 1 an d'ancienneté pour avoir le droit à ces maintiens complémentaires de l'entreprise. Et ensuite, le maintien légal, il est de 90% de votre salaire brut en fonction de la durée de votre ancienneté. Et après, au bout d'un certain temps, ça passe à 2/3 de votre salaire brut. Donc oui, quand on est malade, on perd en salaire et donc on n'est pas obligé de respecter la grille pendant qu'on est en maladie parce que il y a d'autres critères qui s'appliquent en maladie. Alors j'ai une question qui dit « Je travaille dans les DOM depuis peu, pas de convention, des menaces de ne pas tomber enceinte. » Alors là, il n'y a pas de question, donc je ne sais pas quoi te dire pour t'aider, mais en tout cas, effectivement, s'il n'y a pas de convention, ça veut dire que tu dépends du code du travail, donc c'est le moins favorable. En tout cas, tu es sur le socle vraiment minimum. Et si vraiment tu as des menaces ou des choses de ce style-là, n'hésite pas à te rapprocher de tes représentants du personnel. Si tu n'en as pas dans ton entreprise, faut pas hésiter à se rapprocher des DRIT, c'est les directions régionales qui s'occupent de l'emploi et donc de l'inspection du travail, des services de renseignement en droit du travail. Garde toutes les preuves que tu peux avoir de ces menaces, que ce soit des textos, que ce soit des choses comme ça peut compter. Et rapproche-toi de tes délégués syndicaux. Donc, les DRIT vont pouvoir te référer aux personnes qui pourront t'aider dans ces situations-là. Et si tu as les moyens, pas hésiter aussi à avoir un avocat qui pourra t'aider dans ces situations-là. Une autre question, comment garder les avantages de son ancienne entreprise lors d'un rachat de boîte? Alors, par défaut, ça dépend ce qu'on entend par les avantages de son ancienne entreprise lors d'un rachat de boîte. Il y a vraiment des avantages qui vous appartiennent, c'est-à-dire les avantages qui sont liés à votre contrat de travail, qui sont inscrits sur votre contrat de travail, ma rémunération, le fait que j'ai une voiture de fonction, le fait que j'ai ci, que j'ai ça, etc. En revanche, si c'est des avantages genre la boîte elle a un super CE parce qu'elle fait une très grande taille, etc. Parce que là, ils sont rattachés à la boîte, ils sont pas rattachés à vous. Donc ça, on peut pas les garder. Donc vraiment, faut faire la distinction. En tout cas, tout ce qui est de votre contrat, si vous acceptez pas de signer un nouveau contrat ou un avenant au contrat de travail avec la nouvelle boîte, il y aura pas du tout de possibilité, comment on appelle ça, de vous retirer les avantages qui sont inscrits dans votre contrat. C'est pour ça que c'est extrêmement important quand vous rentrez dans une boîte de toujours faire en sorte que les choses soient écrites et que ce soit pas juste ah oui, tu as le droit d'utiliser cette voiture, t'inquiète pas, et qu'en fait toi tu considères que c'est ta voiture de fonction mais en fait il y a jamais rien d'écrit sur ton contrat. Là en rachat de boîte, le nouvel employeur, il a pas du tout l'obligation de te donner une voiture de fonction parce qu'en fait pour lui, t'en avais pas. Donc c'est vraiment dans cette optique-là pour les avantages. Alors j'ai vu passer des questions dans le chat. N'hésitez pas à les mettre dans la boîte à questions pour que je puisse les voir parce que moi je passe par la boîte à questions et celles qui sont sur le chat, elles défilent parce qu'il y a pas mal de gens qui se connectent, qui se déconnectent. Bienvenue à tous ceux qui viennent entre-temps. On est en train de faire un FAQ, donc spécial questions-réponses, un peu sur la paye, la carrière professionnelle. Donc, je vais prendre un maximum de questions là pendant, je pense, une grosse demi-heure. Et après, vous aurez le replay. Donc, ceux qui en ont raté, de toute façon, vous aurez le replay, vous pourrez rattraper. Et sinon, aussi, dans ma story, il y a pas mal de questions auxquelles j'ai déjà répondu. Alors là, j'ai une question qui dit « Entretien de revue salariale prévu jeudi, sauf que j'aimerais négocier une rupture conventionnelle. » Alors là, c'est pareil, c'est pas une vraie question. Je sais pas trop c'est quoi le contexte, qu'est-ce qui fait que tu veux négocier cette rupture conventionnelle. Mais ce que moi, je vois, c'est que si la rupture conventionnelle, c'est jeudi et qu'on est lundi, c'est un peu court pour commencer à préparer la rupture conventionnelle. Ou en tout cas, il va falloir t'y mettre dès aujourd'hui pour préparer les arguments et avoir en tête et en réflexion dans ta tête si c'est ça que tu as envie d'aborder lors de l'entretien, quel est l'intérêt pour l'entreprise d'accepter cette rupture conventionnelle, quels sont les arguments que je vais apporter qui vont donner envie à la boîte de se dire oui, c'est avantageux pour moi d'accepter la rupture conventionnelle. Qu'est-ce que tu vas mettre sur la table et quelles sont les conditions que tu peux mettre pour que ce soit avantageux pour l'entreprise d'accepter cette rupture conventionnelle. Parce que faut se rappeler que le mode normal pour un salarié qui quitte une entreprise, c'est la démission. Le mode normal pour un employeur qui veut se séparer d'un salarié, c'est le licenciement. La rupture conventionnelle, faut que chacun y trouve son intérêt. Et si vous arrivez en ayant un projet qui vous concerne que vous et qui vous intéresse que vous et que vous cherchez pas à amener quelque chose qui donnerait envie à l'entreprise, il y a peu de probabilité pour que elle accepte. Après, qui tente rien n'a rien, donc n'hésitez pas à demander. Ça mange pas de pain et au pire ils vous disent non quoi. Alors, je regarde les questions.
Alors là, on a une question qui dit, est-il possible d'avoir deux soldes de tout compte à 2 mois d'intervalle? Est-ce qu'on doit signer les deux? Ça dépend. Si tu as eu 2 contrats à 2 mois d'intervalle et que ces 2 contrats ont pris fin, tu vas avoir 2 soldes de tout compte qui soldent les différents contrats. Moi, je préconise de ne jamais signer les reçus pour solde de tout compte. J'ai fait une vidéo qui est épinglée en haut de mon feed où je vous déconseille de signer les reçus pour solde de tout compte parce que quand vous signez un reçu pour solde de tout compte, eh bien, que vous constatez dans les mois qui suivent qu'il y a une anomalie, eh bien, vous allez avoir qu'un délai de 6 mois pour contester les sommes qui sont inscrites sur le reçu pour solde de tout compte. Alors que si vous n'aviez pas signé, le délai que vous avez pour contester et faire une réclamation, il peut aller jusqu'à 3 ans en fonction du type d'élément de salaire qui est inscrit sur ce reçu pour solde de tout compte. Donc, on ne signe jamais. Par contre, oui, il faut que tu revoies quels sont les contrats que tu as eus et pourquoi tu as eu 2 soldes de tout compte. Mais c'est tout à fait possible. On peut avoir des... Si tu as un contrat tous les jours, tu as un solde de tout compte tous les jours, par exemple. C'est possible. Là, on a une question qui dit, peut-on percevoir un salaire après une rupture conventionnelle de son alternance en attendant de signer un nouveau contrat? Normalement, si on est dans le légal, normalement, on est obligé d'avoir un contrat. Après, il faut savoir que pour un CDI, légalement, il n'y a pas obligation d'avoir un contrat écrit, mais je vous le déconseille fortement parce que si vous êtes en train de travailler pour une entreprise sans contrat écrit, ça veut dire que vous êtes en train de travailler pour des conditions que vous ne connaissez pas et c'est comme si vous signez un chèque en blanc à votre boîte qui peut mettre un peu ce qu'elle veut dans le contrat théorique que vous avez. Donc, moi, je vous le conseille pas. Après, donc, si on vous verse de l'argent comme ça, qu'il n'y a pas de contrat et qu'on ne sait pas trop et que la date du nouveau contrat sera ultérieure, ça s'appelle du travail au noir, du travail non déclaré, du travail dissimulé, c'est illégal. Donc, l'employeur risque beaucoup plus que vous, mais vous aussi, vous risquez gros parce que si vous avez un accident, vous n'êtes pas forcément couvert. Enfin, voilà, c'est pas bien du tout. Donc, vraiment, avoir un nouveau contrat, c'est important. Après, si j'ai bien compris, donc le salaire, c'est après une rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, le contrat d'alternance est vraiment fini. Et ensuite, avant d'avoir un nouveau contrat, on est dans une zone grise où il n'y a pas de contrat. Donc, si c'est ça, non, moi, je le préconise pas. Et théoriquement, c'est pas trop possible. Alors, je suis pas sûre d'avoir compris la question, lol. Donc, si t'es là, n'hésite pas à préciser dans le chat. Je suis salariée à temps partiel, 130 heures. Et pour 20 jours de congé, j'ai droit à 95 heures. Est-ce normal? Donc, j'ai pas compris. Mais en tout cas, la règle de base pour les congés payés, même quand on est à temps partiel, c'est que tout le monde a le même nombre de jours de congés payés. Donc, si vous êtes en jour ouvré, c'est 25 jours. Si vous êtes en jour ouvrable, c'est 30 jours. Et même si tu es à temps partiel, eh bien, tu dois avoir 25 ou 30 jours. Là où ça va différer, ça va faire que c'est pas injuste pour ceux qui travaillent à temps plein alors que toi, tu es à temps partiel, c'est que quand tu vas poser tes congés, tu vas poser exactement le même nombre de jours que quelqu'un qui est à temps plein. Donc, si par exemple, tu poses une semaine, tu vas poser 5 jours si tu es en jour ouvré, 6 jours si tu es en jour ouvrable. Et c'est la même règle qui s'applique à tout le monde. Donc, normalement, tu devrais pas avoir 20 jours de congés payés parce que tu es à 130 heures. C'est pas logique. Alors là, j'ai une question. Ma directrice me dit qu'il faut 6 heures et 1 minute de travail par jour pour obtenir un panier repas. Là, j'avoue que je ne saurais pas te répondre parce que ça dépend vraiment de ta convention collective et des règles qui sont inscrites dessus par rapport à ces règles qui permettent l'attribution du panier repas. J'ai pas beaucoup travaillé dans les conventions avec panier repas, donc je ne saurais pas te dire. Donc, n'hésite pas à regarder sur ta convention collective ou à te rapprocher du service de renseignement en droit du travail. C'est un service qui est gratuit de l'État, vous pouvez leur poser toutes vos questions en droit du travail, ils doivent vous répondre. Il y a un numéro, alors je sais pas s'il est vert, mais en tout cas il y a un numéro, vous tapez sur Google service de renseignement en droit du travail et vous verrez le numéro apparaître. Faut des fois insister un peu pour les avoir en ligne, mais on arrive à avoir quelqu'un en ligne. Sinon vous pouvez leur envoyer des mails, vous pouvez même prendre rendez-vous gratuitement avec eux, donc n'hésitez pas à voir. Ok, donc il y a Lilou Eden qui dit que pour les paniers repas, il faut que l'horaire de travail prévoit une pause déjeuner pour en bénéficier. Du coup, ça a l'air d'être un petit peu comme les tickets restaurants, mais voilà. Donc, tu as une réponse. Alors, il y a une question intéressante qui dit « Bonsoir, j'ai peur de demander la convention collective à mon patron car elle n'est pas disponible dans le bureau des conseils. » Alors, normalement, la convention collective, elle devrait être disponible et accessible aux salariés dans l'entreprise. Après, je comprends que ça peut être délicat d'aller la demander parce qu'on n'a pas envie d'être perçu pour celui qui va le voir. Et donc,
Donc, ce que je te préconise, c'est d'aller rechercher ta convention collective sur Internet directement. Normalement, on a toutes les conventions collectives sur Légifrance. Le nom de ta convention collective doit normalement obligatoirement figurer sur ton bulletin de salaire. Donc, si tu regardes sur ton bulletin de salaire, eh bien, tu vas devoir avoir ta convention collective et ensuite, tu vas pouvoir la consulter. Et je te conseille aussi le site codedutravailnumérique.gouv.fr sur lequel tu peux consulter ta convention collective. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'espère vraiment une réponse. Basma, j'ai pas vu ta question. Attends, je regarde. Parce que du coup, il y a beaucoup de questions. Basma, t'as mis ta question dans le chat parce que je la vois... Enfin, dans la boîte à questions parce que je la vois pas. Hein. Ah, alors, tu peux la remettre dans le chat. Je suis désolée, je la vois pas, Basma. Alors, il y a Mel Kelia qui dit, est-ce qu'on peut être salarié en 39 heures et lancer sa micro-entreprise? Bah, après, quand tu es entrepreneur, tu peux travailler comme tu veux. Donc oui, tu peux être en 39 heures. Après, une micro, c'est sur ton temps personnel. Tu fais ce que tu veux. Les durées de cumul d'emploi ou le cumul d'emploi, c'est sur des boulots salariés. Donc ça, tu peux le faire. Ça pose pas de problème. Après, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est au niveau de ton contrat de travail. Si t'as pas une clause d'exclusivité qui fait que ton employeur va exiger que tu travailles uniquement pour lui. Et si tu as cette clause d'exclusivité, ça peut t'empêcher de créer ta propre activité en parallèle. Et donc, il va falloir soit négocier le fait d'enlever cette clause d'exclusivité, soit changer de boulot pour avoir un qui ne comporte pas ce type de clause et qui fait que tu peux bosser. Alors, comme j'ai fait à peu près... Alors là, j'ai une qui vient d'apparaître. Comment calcule-t-on les cotisations CP quand on est à mi-temps thérapeutique? Les cotisations CP, j'ai pas trop compris ce que c'était parce qu'il n'y a pas de cotisation CP, ou en tout cas je sais pas ce que ça veut dire CP. Donc pour moi les CP c'est les congés payés. Il n'y a pas de cotisation congés payés quand on est spécifiquement quand on est à mi-temps thérapeutique. Donc j'ai pas de réponse à cette question. Donc n'hésitez pas à la clarifier si la personne est là. Est-ce qu'on peut nous faire signer une clause pour rester 2 ans parce qu'on nous finance une formation et donc il faut rester 2 ans après avoir terminé la formation en question? Oui, c'est ce qu'on appelle une clause de dédit formation. Donc il y a des conditions pour qu'elle soit valable et valide. Donc pas hésiter aussi, si on a un doute sur la validité de la clause de dédit formation, à se rapprocher d'un avocat. Moi je suis pas avocate donc je pourrais pas vous dire si votre clause elle est valide ou pas, mais en tout cas c'est une modalité qui peut exister parce que l'entreprise elle fait un investissement en vous, donc elle veut rentabiliser son investissement et elle veut pas avoir perdu. Ariana, ok, Ariana, ta question est dans le chat. Et dans la boîte à questions. Alors, j'ai pas vu. Donc, on va mettre les questions dans le chat. Alors, est-ce qu'un retard de paye vs le dernier versement est une faute de l'employeur? En fait, normalement, entre 2 paiements, faut pas qu'il s'écoule plus d'1 mois. Donc, ça veut dire que si tu es payé le 5, d'ici le 5 du mois d'après, il faut que tu sois payé. Donc, si l'entreprise te paye en retard, effectivement, c'est une faute de l'employeur. Faut lui réclamer le versement du salaire et si ça se reproduit de manière un peu trop régulière, pas hésiter à se rapprocher de l'inspection du travail. Après, c'est pas parce que c'est une faute de l'employeur que ça veut dire que y a un montant qui est inscrit dans le code du travail qui fait que vous allez forcément recevoir de l'argent ou un dédommagement directement parce que votre employeur a 1 jour de retard sur le versement de votre salaire. Mais si par exemple vous avez un préjudice du fait qu'il y a un retard, vous pouvez vous retourner contre votre employeur, mais ça suppose d'aller mettre une action en justice, aller voir le conseil des prud'hommes, etc. pour dire par exemple que mon employeur m'a versé mon salaire avec 10 jours de retard, j'ai eu tant d'agios, j'ai eu tant de choses et prouver qu'il y a eu un préjudice. Après, si vraiment c'est quelque chose, par exemple, ça fait 3 mois que votre employeur a arrêté de vous payer, c'est encore plus grave et là, bien sûr, il peut y avoir aussi des dommages et intérêts. Mais vraiment, si c'est quelque chose d'exceptionnel, il y a eu 1 jour de retard, espérez pas grand-chose. Je pense que ça vous coûtera plus cher d'aller vous mettre dans des démarches pour avoir le paiement. Mais si c'est quelque chose de répété et que c'est à chaque fois 1 ou 2 jours, n'hésitez pas à voir avec l'inspection du travail pour signaler ce comportement et pour qu'ils viennent mettre un peu le nez dans les affaires de votre employeur et pour que ça cesse parce que du coup, ça vaut pas le coup que vous alliez au prud'homme parce que tous les 1 mois sur 2, il y a 2 jours de retard alors que ça peut être quand même assez pénible quand on a des factures et des prélèvements sur son compte. Alors, je descends...
Basma, franchement, il y a eu énormément de choses. Donc, si tu peux réécrire ta question dans le chat, j'essaye de la voir. Je suis vraiment désolée, mais je ne la vois pas et je l'ai pas vue dans la boîte à questions. Et le chat, je vais pas pouvoir remonter jusqu'en haut. Alors, on a une précision de Dianke qui dit « Je parlais de la zonerie. Est-ce que je peux, par exemple, recevoir une rémunération chômage ou autre ?» Bah, si tu es parti dans le cadre d'une rupture conventionnelle, après ta rupture conventionnelle, tu peux t'inscrire au chômage, tu vas percevoir le chômage et après, avec ton nouveau contrat, tu vas avoir un contrat. Après, il faut faire attention. Quand on part dans le cadre d'une rupture conventionnelle, dans une fin de contrat, il y a ce qu'on appelle une période de carence quand on s'inscrit à Pôle emploi. Donc déjà, il y a 7 jours pendant lesquels Pôle emploi ne t'indemnise pas tout de suite. Et après, en fonction de ce qui t'a été payé sur ton solde de tout compte, le nombre de congés, les indemnités de rupture que tu as perçues, etc., ça peut allonger encore ce délai pendant lequel Pôle emploi ne t'indemnise pas, il te paye pas. Et par exemple, ils vont te dire, nous, on te payera 50 jours après, 20 jours après. Ça dépend vraiment de ton solde de tout compte. Et en fonction, bah, peut-être que toi, tu auras recommencé ton nouveau contrat sans que Pôle emploi ait commencé réellement à te payer. Donc, voilà pour ta question. Là, ok, Ariana qui réécrit sa question dans le chat. Basma, pareil, si tu peux, ce serait génial. Et je remonte un petit peu le chat, mais j'ai pas d'autres questions. Ici, merci Thibaut qui dit bravo pour ce que je fais. Et du coup, je regarde pareil si je retrouve d'autres questions. Parce qu'en fait, comme il y a les questions de toutes les questions qu'on m'a posées en story qui apparaissent dans les questions, plus les questions que vous êtes en train de poser dans le chat, en fait, il y a énormément de questions. Donc, j'essaye de ne pas en rater. Ah, Ariana, j'ai retrouvé ta question. Si je gagne 45K, 9 ans d'ancienneté, mon avocate veut négocier 40 000 €. La RH a tort et s'est excusée. Alors, j'ai pas tout le contexte. Je sais pas si tu peux m'apporter des précisions parce que du coup, est-ce que c'était par rapport à une rupture conventionnelle, un départ, un licenciement, mais ça dépend vraiment de trop de critères. Donc je sais pas je sais pas te dire si 40 000 € en soi c'est possible pour toi. Ça dépend quelles sont les fautes qu'a ton employeur, etc. Mais si ton avocate le dit, je pense que elle doit s'y connaître et elle connaît bien ton dossier et surtout si l'entreprise elle a des torts. Après effectivement, ce qu'il y a d'important à retenir sur ce genre de choses, c'est que souvent les avocats ils vont essayer de faire en sorte des fois d'avoir des accords parce que les procédures peuvent être très longues au prud'homme, donc on va accepter d'avoir peut-être un petit peu moins que ce à quoi on pourrait prétendre si on allait vraiment jusqu'au bout de la procédure en faisant un accord amiable. Et si la RH a reconnu ses torts, peut-être qu'ils sont prêts à négocier et donc ce sera plus intéressant pour toi d'avoir tout de suite 40 000 que d'attendre et peut-être espérer 60 000, sachant que on va toujours en justice, on sait jamais quel va être le résultat, hein. On peut avoir des mauvaises surprises. Et Ariana qui précise, en gros, ils ont remplacé mon poste suite à une demande de formation avant même que ma formation soit acceptée. Alors, je t'avoue que moi, je suis pas avocate, donc je saurais pas te dire là où sont leurs torts, etc. Mais voilà, je pense que tu peux faire confiance à ton avocate et que là, ça va être le sujet. Il y a Thibaut qui me demande, est-ce que tu as déjà abordé le chômage après un abandon de poste? Alors oui, j'ai donc abordé à travers différents postes. J'ai un guide qui s'appelle Quitter son job où j'ai regroupé ces postes-là. Et j'ai une vidéo aussi sur ma chaîne YouTube où j'explique comment un petit peu on peut contourner la loi sur la prévention de démission. Elle est un petit peu ancienne parce que c'était à l'époque où on abordait juste le sujet, mais elle reste quand même, il y a des points qui restent intéressants même s'il y en a qui sont plus trop d'actualité. Et je compte en faire une nouvelle quand on aura un peu plus de précision sur cette fameuse loi. Mais ouais, j'ai quelques posts. N'hésite pas à regarder du côté du guide Quitter mon job et je parle un petit peu de quelles sont les démissions qui donnent droit au chômage, etc. Je t'en prie, Ariana. Alors, je sais pas si j'ai encore des questions. Je vais aller voir. Mais si j'en ai pas, eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, j'en ai une qui est intéressante. C'est comment négocier une revalorisation de salaire en étant à temps partiel à 90%. Et du coup, il y a une deuxième partie dans la question. La personne, elle dit qu'elle a la charge d'un temps plein, l'équivalent, elle a la même charge de travail qu'un temps plein. Alors, ce qui est intéressant là-dessus, quand vous revalorisez vos salaires, il faut avoir conscience que
Quand on a un contrat, donc quand on dit qu'on est à 90%, c'est qu'on est à 90% d'un temps plein, donc 35 heures, on est peut-être à 30 heures, quelque chose comme ça. Eh bien, on est payé sur une base horaire. On n'est pas payé sur une base de charge de travail. On est payé sur une base horaire. Nous, on n'est pas, la plupart des gens ne sont pas payés à la tâche. On ne dit pas, fais 10 baguettes et je te paierai un prix par baguette. On te paye au temps passé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, si l'employeur, il n'arrive pas à trouver du travail à te donner, eh bien, il est quand même obligé de te payer à la fin de la journée le nombre d'heures qu'il y a sur ton contrat de travail. Et à ce moment-là, eh bien, il est quand même obligé de te payer. Mais par contre, l'inverse est vrai. S'il arrive à te convaincre de prendre en charge une surcharge de travail alors que il te paye à l'heure un certain montant et qu'il te paye bien ces heures-là, et c'est toi qui acceptes en fait. Donc vraiment, là, ce qu'il faut, c'est vraiment être assertif et oser dire, non, là, la charge de travail, elle dépasse et je vais pas pouvoir la prendre en charge. Ou sinon, l'utiliser comme argument pour négocier d'avoir la même rémunération qu'un temps plein parce que malgré le fait que je sois à 90%, j'arrive à absorber la même charge de travail qu'un temps plein, donc je devrais avoir le même salaire qu'un temps plein. Donc c'est vraiment sur cette logique-là. Après, la revalorisation salariale de base, c'est vraiment sur tes compétences, les valeurs du marché, etc. C'est pas sur ta charge de travail directement. Ça peut être des arguments que tu peux développer, mais c'est pas complètement lié en direct. Donc voilà, j'ai vu vite fait passer une question sur le chat. Ça marche, Thibaut? Je sais plus, je l'ai perdu. Ah si. Est-ce que ça avait le coup d'aller au conseil de prud'homme en étant apprenti? Alors, un apprenti, c'est un salarié vraiment comme un autre. Donc, il n'y a pas de raison que tu t'empêches d'aller au conseil de prud'homme parce que tu es un apprenti. Donc, faut pas hésiter. En revanche, ce qu'il faut noter en fait quand on se dit est-ce que ça vaut le coup ou pas d'aller au conseil de prud'homme, c'est vraiment quels sont les frais que j'ai à générer et quelles sont mes chances de gagner en allant au conseil des prud'hommes. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment, même si des fois vous allez peut-être pas aller au bout de la démarche, etc., c'est pas hésiter à consulter un avocat pour lui parler de la situation et pour qu'il vous donne son avis, parce que oui, ça va généralement supposer des frais. Et si vous avez vraiment pas du tout d'argent à avancer pour intenter une action en justice, etc., ça va être de vous rapprocher de vos délégués syndicaux. Si vous en avez pas dans l'entreprise, vous pouvez en contactant le service de renseignement en droit du travail et en demandant la liste des délégués syndicaux. Et eux, ils vont pouvoir aussi vous accompagner. Donc, faut pas hésiter à regarder. Alors Brahms qui me demande entretien avec la DRH sur le point d'intégration, que peut-on en tirer? Alors je sais pas c'est quoi un point d'intégration, ça a l'air d'être un jargon interne, donc je sais pas si tu peux me donner un peu plus de détails sur c'est quoi le point d'intégration et qu'est-ce que tu cherches à en tirer, parce que je sais pas du tout ce que c'est. LOL qui me demande combien pour une consultation avec moi. Alors moi, mes services, vous pouvez les avoir sur le lien en bio. Je propose 2 types de prestations de conseil. C'est le call SOS Express qui dure 30 minutes et avec lequel je vais pouvoir vous accompagner sur une question paye, carrière. Je vais pouvoir vous aider à travailler sur vos arguments dans une négociation, soit de rupture conventionnelle, soit d'augmentation de salaire, soit vous répondre à vos questions par rapport à un point paye assez précis. Et celui-là, il est à 96 € avec le replay vidéo. Et sinon, vous avez la formule 1 heure à 192 €. Et là, je vais pouvoir analyser en amont des documents, votre contrat de travail, vos bulletins éventuellement, etc. Je vais pouvoir répondre à votre question et on va pouvoir mettre vraiment une vraie stratégie pendant 1 heure. Et il y a un compte rendu détaillé avec le replay vidéo, pareil, de notre échange pour pouvoir négocier votre rupture conventionnelle, négocier une augmentation de salaire, etc. Ou encore revoir des points sur une stratégie, négociation, je sais pas moi, passer à temps partiel ou des choses comme ça sur votre carrière. Cindy Dressing qui dit si on démissionne et qu'on ne respecte pas le préavis et on va travailler ailleurs, que se passe-t-il? Il y a la théorie, il y a la pratique. Dans ce cas-là, en fait, un salarié qui démissionne, il est tenu légalement de respecter son préavis. C'est une faute de sa part s'il le fait pas. Et donc, s'il le fait pas, l'employeur, s'il l'estime nécessaire, peut se retourner contre lui, aller au prud'homme et obtenir le paiement de tous les salaires qui sont dus sur la période de préavis. Donc, si par exemple, vous aviez 2 mois de préavis à faire, que vous vous absentez la totalité des 2 mois de préavis, vous devrez 2 mois de salaire à votre employeur, à condition qu'il décide de vous attaquer et puis d'aller en justice pour faire valoir ses droits.
Aminata qui dit avec la réforme, est-ce que les ruptures conventionnelles seront moins avantageuses pour les salariés? J'ai fait justement un post pour parler un petit peu de ça aujourd'hui. Les ruptures conventionnelles ne seront pas moins avantageuses pour les salariés. Ce que beaucoup de gens disent, c'est qu'elles seront plus difficiles à obtenir parce qu'elles coûteront plus cher à l'employeur, dans le sens où quand vous avez une rupture conventionnelle, il y a une indemnité de rupture qui vous est versée. Sur cette indemnité de rupture, tant qu'elle est au minimum légal, vous allez pas payer d'impôts, vous n'allez pas payer de cotisations sociales. En revanche, votre employeur, lui, va devoir payer une cotisation qui était jusqu'à présent de 20% et qui, depuis le 1er septembre, est passée à 30%. Donc, elle a augmenté de 10%. Et cette augmentation de 10%, ça fait que ça leur coûte plus cher qu'avant d'accepter une rupture conventionnelle. Et on pense que du coup, ça va être incitatif à ne pas accepter des ruptures. Moi, je pense que ça va pas changer grand-chose en fait, parce que un employeur qui décide d'accepter une rupture conventionnelle, il a plein de choses à payer, à commencer par recruter une nouvelle personne, etc. Et tout ça, ça coûte beaucoup plus cher que les 10% de votre indemnité de rupture. Donc, si vous avez les bons arguments et des raisons pour que votre employeur accepte une rupture conventionnelle, c'est pas ces 10% qui vont changer grand chose. En revanche, s'ils avaient déjà pas l'intention de l'accepter, ils vont pas l'accepter parce que il y a 10% de plus, ils auront une raison de plus pour la refuser, quoi. Mais vous aviez déjà peu de chances de l'avoir avant même l'augmentation des 10%. Yes, Aminata, super, si t'as vu le réel, je suis contente. Donc non, en tout cas pour le salarié, c'est pas moins avantageux qu'avant, ça change rien du tout en fait. Donc voilà, je vais prendre une dernière question avant de vous laisser. De toute façon, il y a le replay et franchement, je pense que si j'ai pas répondu directement à vos questions, vous allez entre les réponses dans les stories et les réponses dans ce replay, vous devriez avoir quand même de bonnes pistes pour avoir une réponse à votre question. Et sinon, de toute façon, toutes les semaines, je reprends ce format Paye ta carrière, si ce n'est que les autres semaines, c'est un format plus court. Là, on fête un petit peu les 30K. C'est pour ça qu'il est très long. Mais sinon, c'est 3 à 5 questions que je prends et auxquelles je réponds en live. Et ensuite, je les partage. Donc, souvent, je les découpe et je les partage sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok si vous êtes dessus parce que vous pourrez retrouver les anciens Paye ta carrière que j'ai pu faire. Et sinon, si vous scrollez sur le feed, vous allez les retrouver aussi parce qu'ils sont en replay. Alors, je sais plus... je trouve pas la question, j'ai vu une question passer. Alors, comment puis-je démissionner avec mon contrat d'engagement de service avec l'hôpital? Moi, je suis vraiment spécialisée du secteur privé. Je connais pas bien le secteur public. Alors, du coup, je ne saurais pas te dire comment tu fais pour démissionner d'un contrat d'engagement de service. Ça m'a l'air quelque chose de assez particulier. Donc, je saurais pas te renseigner. Hésite pas à voir avec les délégués syndicaux. En général, dans le public, ils s'y connaissent vraiment très bien sur ces sujets-là. Dans le privé aussi, hein, ils connaissent pas mal de sujets. Mais Basma, je sais pas pourquoi, mais ta question, je ne la vois absolument pas. Ce que je te propose, c'est que tu me l'envoies en DM et puis je te répondrai en story directement parce que je sais pas pourquoi j'ai retrouvé toutes les questions sauf la tienne. Je vais regarder une dernière fois, mais je sais pas ce qui se passe. Non, ouais, Basma, franchement, j'ai regardé toutes les questions, je ne sais pas pourquoi je ne la retrouve pas, mais comme je t'ai dit, n'hésite pas à me l'envoyer en DM Instagram dans ma messagerie privée, je la reprendrai. Et ouais, je sais pas, je pense qu'il y a un bug, je sais pas pourquoi. Je suis désolée. Envoie-moi en DM et puis je te répondrai en story, promis. Je te répondrai. En plus, t'es là depuis le début. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'être restés là pour le live. Je suis trop contente de revenir là après 3 semaines de déconnexion, ça fait du bien, mais ça fait aussi du bien de revenir. J'ai hâte d'échanger avec vous. Il dit que la pause repas n'est pas inclus dans le contrat. Alors, j'ai vu un bout de ta question là, Basma, qui dit que la pause repas n'est pas inclus dans le contrat. Et donc, c'est quoi la question? J'ai pas compris. Je te laisse le temps de rédiger. Merci à tout le monde en tout cas d'avoir assisté à ce live. Le replay, je repartage dans la foulée, donc vous pourrez le consulter tranquillement. Et de toute façon, d'ici quelques jours, quelques semaines, il sera aussi remis sur ma chaîne YouTube parce que je sais que des fois Instagram c'est chiant pour regarder les replays et YouTube c'est quand même plus pratique. Donc n'hésitez pas aussi à consulter ma chaîne YouTube. Elle est dans le lien en bio si vous voulez aller regarder.
Ouais, bah c'est moi j'ai qu'un bout. Donc tu m'envoies tout en DM, je vous dis tous belle soirée à vous et puis à très vite. Des bisous. Ciao ciao.